Elise Moon, tu es actuellement en tournée avec ton spectacle Elise Moon et ses monstres malgré les restrictions sanitaires. Tu seras quand même le 13 janvier à Niort, le 27 à Bruxelles, le 12 à Bordeaux. Le 12 à Bordeaux, évidemment. Le 27 à Bruxelles, le 24 février à Rennes, le 6 et 7 décembre au Folie Bergère de Paris. Bruxelles. C'est pas encore sûr, Bruxelles. T'aimes bien Bruxelles? Bah, j'adore la Belgique, comme tu le sais. Ouais. J'ai un attachement particulier à la Belgique, mais la Belgique n'a plus d'attachement pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de bien en Belgique? La Belgique a décidé que j'allais perdre ma nationalité. La Belgique te laisse en vue? Ah ouais, carrément. Ah ouais, des vues ou c'est des smileys fins de corps? Ah oui, elle m'envoie des smileys, mais c'est tout. C'est virtuel. Écoute, si la Belgique nous écoute, elle peut... Elle nous écoute tout le temps, la Belgique. La Belgique peut aller envahir tes réseaux sociaux. Avec plaisir. C'est très présent sur les réseaux sociaux, Elise Moon. Alors la Belgique, oui, c'est parce que j'ai tourné un film là-bas, tu sais. Ouais. J'ai tourné Ducobu, président. Qui sera président, qui sera élu au mois d'avril. Il sort au mois d'avril. Le film sortira, ouais. Et de quoi parle ce film? Bah, c'est un enfant en fait qui s'appelle Ducobu, qui est qui est cancre et qui est son ennemi juré, c'est moi, c'est le professeur Latouche et il y a un monsieur qui arrive et qui vient instaurer des nouvelles méthodes à l'école Saint-Potache, qui dit que l'enfant doit être au premier rang et donc qui instaure des élections pour qu'il y ait un président des enfants de Saint-Potache. Donc évidemment Ducobu va être élu en trichant et il va instaurer son programme qui est la sieste, la fête, la cantine avec de la bouffe à gogo, etc., etc. Évidemment. On dirait ma vie. Ouais. Ducobu à Chour. Ouais. Donc non, toi tu travailles. Tu trichais quand t'étais petit? Non. C'est vrai? Non, franchement. J'ai toujours eu peur de tricher. T'as peur de beaucoup de choses. Hein. Ouais. Tout à l'heure j'ai voulu l'embrasser, il m'a fait non, j'ai peur du Covid. À qui tu parles? À ma conscience. Comment elle va, ta conscience? J'ai commis elle a besoin qu'on lui parle, ta conscience, dis donc. J'ai commis quelques boulettes, mais pour l'instant, j'en suis pas fier, mais... Qu'est-ce que tu penses des mesures annoncées par Jean Castex le 27 décembre pour lutter contre le Covid, la réduction des jauges, la fermeture des boîtes de nuit? Moi, je suis pas d'accord. Bon, les boîtes de nuit, moi, ça me concerne pas, mais en tout cas, les jauges de spectacle, c'est la raison pour laquelle je vais peut-être pas jouer en Belgique parce que, entre autres, parce que ils n'acceptent que 200 personnes. Ça m'ennuie, ça me gêne parce que, je sais pas si c'est vraiment utile que je commande ça. Tu l'as fait sur tes ils font ce qu'ils peuvent. Oui, bien sûr, ça me rend triste parce que on paye cher, hein, la culture quand même. C'est triste, hein. Moi, j'ai envie de jouer et puis les gens ont envie de nous voir. Là, quand j'ai repris le spectacle, c'est-à-dire c'était le 17 octobre, je crois, c'était 2 jours après la fin du tournage de Ducobu, j'ai été tellement heureux que maintenant j'ai plus le trac sur scène. Et les gens étaient tellement heureux de me voir, enfin en tout cas de voir des artistes, qu'il y avait une joie partagée qui était incroyable. Et j'ai pas envie de perdre ça pour des histoires. C'est intéressant ce rapport à la joie, parce que la joie c'est quand on dépasse un état de tristesse. Et j'ai l'impression ces derniers temps, depuis cette crise du Covid, que le français a un moral en berne, que le moral est complètement dans les chaussettes, comme on dit. Ouais. On aime les chaussettes. On les adore. Et je me demande s'il y a un effet de corrélation justement avec cette absence de la culture, cette absence du vivant. Oui, le fait j'en que suis tout le monde sûr. ait accès simplement à une plateforme et soit sur son canapé. Mais oui, bien sûr. Mais ça, je l'avais dit, mais maintenant ça devient un cliché si je le dis, mais il y a plein d'artistes qui l'ont dit. La culture, c'est essentiel. On a l'impression que c'est pas utile et que c'est... Mais dit comme ça, c'est vrai que c'est cliché. Ouais. Bah oui, mais tu veux que je trouve d'autres mots plus intelligents Pas du tout. Que t'es en train de me faire passer pour un con, en clair. Non, je parle à ta conscience. Non, mais... Elle t'entend. Mais oui, la culture, c'est essentiel. Ça semble comme ça pas utile à la vie. C'est moins utile qu'un magasin Auchan. Mais quand même, on a réellement besoin de ça. Quand on dit la culture c'est essentiel, qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie, la culture? Tu plaisantes, mais quand j'ai appris à lire et à écrire, ça a été une ouverture sur le monde hallucinante. J'ai lu plein de livres, je me suis nourri intellectuellement, ça a nourri mon jardin secret, mes rêves, mon romantisme, vrai ou faux, mon imagination. Oui, vive la culture.
les gens intelligents ou cultivés, ils vont pas faire les bêtises que les gens qui ne le sont pas. Ça aussi, c'est un cliché. Je m'en aperçois. Mais c'est bien la culture, c'est utile. Ça a été quoi ton premier contact avec la culture? Ton premier souvenir d'enfance? Qui s'appelait Le Grand Maulne de Alain Fournier. Un livre extrêmement romantique, une histoire d'amour d'un jeune homme un peu mystérieux, avec une princesse, et puis le tout raconté par un jeune garçon qui fantasmait sur cet amour. Et ça a été une révélation absolue, ce livre pour moi. Alors on me dira que c'est un livre d'ado, mais je l'ai lu quand j'étais ado, mais il m'a marqué à vie. En quoi? Vraiment. Écoute, je vais te donner des détails complètement idiots, mais la couverture du bouquin, elle était un peu mélancolique, un peu romantique. Il y avait une sorte de paysage un peu dessiné au pastel, à la pastellade. Et ça avait un côté. J'avais l'impression que c'était l'automne, que c'était le mois d'octobre, que c'était. Tout m'a marqué dans ce livre. Et ton premier contact avec la musique? La première fois qu'un morceau de musique t'a touché? Le premier contact avec la musique, c'était les disques qu'il y avait chez mon père et chez mes parents. C'était Georges Brassens, Bob Marley, Annie Cordy, un disque d'Oscar Peterson de jazz. Tu vois, c'est varié. Hein. Anne Sylvestre. Très bonne playlist, tout ça. Ouais. Alors, Georges Brassens, parce que Léo Ferré aussi. J'avais un cousin dont j'étais complètement fan, qui m'a initié à cette musique-là. Surtout à Léo Ferré, Boris Vian, l'opéra. C'était très éclectique. Il y a un point commun entre Léo Ferré, Georges Brassens et Bob Marley, c'est la notion de combat. Ah oui, t'as raison. C'est des gens qui combattaient, qui se laissaient pas faire. Tout à fait. Bien que je suis pas très fan de la musique militante, des chansons militantes, tu vois. Chez Léo Ferré, c'est pas ce que je préfère. Le côté anarchiste et tout, j'y crois pas trop. Mais parce que je trouve qu'il y a pas de poésie là-dedans. Et puis, tu vois, il prend un peu en otage le public, en quelque sorte. Le côté libertaire, mais quand même, oui. En tout cas, c'est des gens qui sont pas dans la norme. C'est ça qui me plaît. Le stand-up, est-ce que tu sens une paternité dans le stand-up actuel? Honnêtement, non. Même si j'aime les gens qui font du stand-up et on partage cet amour tous les deux. Mais non, moi je trouve que, comme t'as pu le constater, tu me connais depuis longtemps, j'aime bien rêver. Et un gars qui me raconte sa vie quotidienne ou ma vie quotidienne avec brio, avec intelligence, etc. Ça me fait pas rêver. Mais par contre, si je vais voir un spectacle avec un gars qui fait ce que je fais moi, c'est-à-dire des personnages, alors là, je pars dans un autre monde. Et c'est ça que je reproche au stand-up, c'est que ça nous. Il y a plusieurs choses que je reproche au stand-up. D'abord, les mecs. Bon, là, je vais passer pour un vieux réactionnaire, mais j'assume. Les mecs viennent sur scène comme ils sont dans le métro, en fait, habillés dans le métro. Ça m'énerve. En fait, j'aime bien les mecs comme en première classe dans le TGV. Exactement. Non, mais j'aime bien les gars qui font un effort vestimentaire pour aller sur scène. J'en ai vu plein. J'ai vu plein de stand-up. J'ai vu des mecs assis sur un tabouret avec un micro et comme s'ils étaient, comme si on le faisait chier en fait de le regarder. Un petit effort. Et puis, comme je le disais, j'aime bien qu'on me fasse rêver. J'aime bien qu'on fasse un effort pour m'amener dans un monde que je ne connais pas. Et là, le monde qu'ils décrivent, je le connais. Alors, je suis pas super fan. Mais paradoxalement, ce qui fait ce qui a fait le succès des personnages d'Elysée Moon, c'est des gens envers qui on se reconnaissait. C'était la vie banale de Micheline, c'était Kevina, c'était Monsieur Patel, c'était des gens finalement qui avaient des vies très très banales. Ah oui, bien sûr. Bah oui, c'est le même principe que les gens qui font du stand-up, c'est-à-dire regardez-vous, c'est vous que je suis en train de décrire. Mais sauf qu'il y a une grande différence, c'est que moi je disparais derrière un personnage. Mais est-ce qu'il y a des stand-uppers qui te font rire? Ah oui, Roman Frécinet est notre idole absolue. Il y en a plein, bien sûr. Dans la peinture. Ah bon? Oui, il repeint son appart. Ah, c'est vrai, n'importe quoi.
Bah lui, je l'adore. Non, mais il y en a plein que je pourrais te citer. Mais oui, mais j'ai pas de mépris pour eux. C'est juste que mon style est différent. Quand par exemple, quelqu'un de ta génération comme Gad Elmaleh, qui s'est fait connaître avec des personnages et qui a lui fait la transition du stand-up. Pour toi, c'est une trahison. Il nous a trahis. Mais il a trahi la communauté des personnages. Exactement. Les personnes. Non, mais tu vois, Jérôme Commandeur, son premier spectacle était fantastique. Il y avait des personnages à chaque. Enfin, il faisait ce que moi je fais encore, c'est-à-dire un sketch noir. Et ce qu'on faisait avec Dieudo, et ce que fait encore Dieudo, par exemple. Non, mais voilà, il est passé au stand-up. Mais je crois que son dernier spectacle à Gad, on parle souvent. C'est comme toi et moi, on se parle presque tous les jours. Et il a un grand amour des personnages. Et je crois qu'il fait un mélange stand-up personnage. Tu nous as fait ta playlist et la mélodie du bonheur de Benjamin Biolay figure en belle place. Ah oui. Je peux dire un mot sur cette chanson? Allez, lâche-toi. Il me donne des ordres. Oui, alors magnifique album, son plus bel album pour moi. À l'époque, j'étais en écriture de mon premier album qui s'appelle Chanson, et dans lequel figure un très beau morceau qui s'appelle Emma. Ouais, très exactement. Ouais. Emma, c'est elle et moi. Emma, c'est elle et moi. Où es-tu, mon Emma? C'est beau. Hein, te souviendras de moi. Oui, c'est très beau. Est-ce qu'on développe, Mouloud, ou pas du tout? D'accord, merci, au revoir. Et donc ce morceau, la mélodie du bonheur, m'a inspiré. Je le trouve superbe. Je me suis fait un film sur cette chanson en imaginant une femme qui était en face de chez moi, qui avait les yeux verts. Et à l'époque, j'étais amoureux d'une fille aux yeux verts. En fait, c'est un kaléidoscope, Elie Semoun. Oui. Il y a toute une variation de palette capable de passer du film pour enfants à un spectacle pour adultes avec des monstres, avec des gentils monstres, des méchants monstres. Ah, t'as raison, c'est fou. C'est qui ton monstre? Le grand écart. Qui te fait le plus peur en toi? Le fameux. Moi-même, le fameux Semoun. Je choisis des sujets que personne ne prend. Tu vois, on parlait du stand-up tout à l'heure. Je sais pas si dans un spectacle de stand-up, il y a un type qui fait un djihadiste, un handicapé mental, qui parle de la mort de ses parents, qui fait un pédophile, qui s'auto-parodie. C'est ça que j'aime en fait. Et en fait, le rire que j'entends, c'est un rire. C'est très transgressif mon spectacle, et c'est ça que j'aime bien. C'est quoi le truc que tu préfères entendre dans un spectacle? C'est alors non, parce que ça peut ressembler à de la provocation gratuite, mais c'est quoi la limite? Non, c'est celle que me donnent les gens. En fait, tu vois, dans mon sketch du djihadiste, j'ai enlevé une phrase où je dis en fait, c'est un apprenti djihadiste et il est allé voir Mola Jean-Pierre Mola Jean-Pierre, c'est son instructeur en fait, et il lui a appris à passer son permis de conduire et maintenant il peut rouler sur les trottoirs. J'ai enlevé cette phrase parce que il y a réellement un type qui a tué des gens à Nice en roulant sur des trottoirs. C'était c'était là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression que faire du commentaire d'actualité ou faire de l'humour sur des sujets d'actualité, c'est très vite dépassé parce qu'on est dans un moment de l'histoire de l'humanité où l'actu est tellement folle. Ouais. Pour le coup, il y a tellement des monstres. Et tout le monde est au courant de tout. Et tout le monde est au courant de tout. Ouais. Est-ce que c'est possible d'être plus monstrueux que les monstres qu'on voit à la télé? Mais non, parce que la réalité dépasse toujours la fiction. Mais quand je décris des monstres, en fait, je les décris, mais au fond, je les aime. Enfin, je l'aime pas mon pédophile, je l'aime pas mon djihadiste, je l'aime pas, mais il y a quelque chose d'humain en eux. C'est pour ça qu'on tue pas directement un violeur ou un meurtrier. On lui fait un procès, on lui fait on l'étudie psychologiquement, psychanalytiquement. Il y a quelque chose d'humain en eux malgré tout. Donc c'est ça que je travaille. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'aujourd'hui, souvent, chaque semaine sur Twitter, sur les réseaux, des gens se font tuer socialement? Ils se font pas tuer, ils se font tuer virtuellement. On a l'impression que le monde s'écroule quand on se fait insulter, et quand quelqu'un vous dit je vais te couper la tête, je vais te tuer, etc. C'est pas agréable, hein. Et c'est pas conseillé à vivre, mais c'est 0,0,1% de la population. Je pense que c'est des phénomènes qui ne sont que virtuels. On aimerait tellement les avoir en face de nous, ces gens-là. Ça changerait tout.
Donc, bof. Est-ce que tu penses qu'on est une époque où on peut justement mettre des gens de côté, les supprimer, dire voilà, cette personne, on travaille plus avec elle, cette personne a fait ci, cette personne n'est pas morale. On a des exemples tous les jours. On a des collègues artistes qui ont été rayés du métier parce qu'il y avait des rumeurs qui couraient. Alors il y en a, c'est justifié, on va pas citer de nom. Puis il y en a d'autres, il y a de quoi se poser des questions quand même. Ça va un peu vite. Le tribunal médiatique, il est rapide. Hein. Donc oui, c'est très violent, hein, c'est très chaud. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait, on donne la parole à n'importe qui, donc c'est normal. Il y a une phrase de quelqu'un qui dit que avant les idiots, ils étaient dans leur au café et puis que quand ils disaient des conneries, on leur disait allez, vas-y, rentre chez toi, t'es bourré. Sauf que maintenant, ces gens-là, ils savent écrire, donc ça change tout. Mais la société est pas plus idiote qu'avant, quoi. C'est juste les idiots, on les entend beaucoup plus. Mais est-ce qu'il y a quand même du positif dedans? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font exprimer peut-être des opinions qu'on n'aurait pas attendues ailleurs. Oui, le féminisme, c'est bien, c'est chouette, c'est positif. Mais oui, enfin, moi j'aurais tendance à voir plus de négatif que de positif parce que Internet, c'est vraiment la porte ouverte à tout, quoi. À une grande violence, à une grande inculture, bizarrement. Et les réseaux sociaux qui nous font croire qu'on n'est pas seul au monde, en fait, ça aggrave encore plus la solitude des gens. Donc, bof. Mais alors, pourtant, toi, tu y es souvent sur les réseaux sociaux. Oui, très souvent. Oui, sur Instagram et sur. Je m'en sers d'une manière positive, quoi. C'est quoi d'une manière positive? J'essaye d'amener du sourire aux gens et puis de la réflexion. C'est ce que je fais dans mon métier, ce que je fais sur scène. Mais je m'amuse pas à insulter des gens. Je harcèle personne. J'essaye de m'en servir d'une manière positive pour faire grimper les choses, pas pour les tirer vers le bas. Et quand on pense à l'héritage comique de Elise Moon, on pense à Elie et Dieudonné, on pense à ce duo. Dieudonné, il est persona non grata, plus personne ne l'invite depuis des années. Est-ce que c'est de sa faute, hein? C'est un sujet dont vous avez parlé entre vous? Avec Dieudo? Ouais. Oui, 15 fois, mais ça change pas grand-chose. Tu sais, Dieudo, je le connais par cœur, il est têtu. Il a du sang breton qui coule dans ses veines et il est têtu et surtout c'est un grand c'est le roi de la manigance, quoi. Il peut te retourner n'importe qui intellectuellement. Donc c'est compliqué de discuter avec lui. C'est un labyrinthe, sa pensée. Donc c'est compliqué de parler de ça. Donc quand on se parle rarement, mais c'est surtout pour dire des conneries en fait. Parce que les grandes discussions, oui bien sûr. Les grandes discussions, on les a déjà eues. J'ai vu que ça ne servait à rien, qu'il restait encore sur ce chemin. Donc je me suis dit que le chemin qu'on a toujours pris, c'est celui de l'humour et des personnages. Donc on fait beaucoup d'autodérision tous les deux. On se fout de notre propre gueule, du temps qui passe, que maintenant on est vieux, on s'amuse à faire. Notre passion, c'était de d'écrire et de faire vivre la loose, en fait. Ça ressemble à quoi une conversation entre vous en 2022? Oui, allô Dieudo, ouais, là je suis en Israël, là, je sais pas ce que tu fous, on t'attend, il y a le rabbin, il y a tout le monde, qu'est-ce que tu non, mais écoute, là, tu vois, des trucs comme ça. C'est que ça, quoi. Ça. Ça vous démange pas? Si, mais tu sais, Dieudo m'avait proposé de remonter sur scène avec lui, mais je lui avais dit ouais, bon, ça avait fait plaisir de le voir et je lui avais dit qu'est-ce que tu fous vendredi? Et il m'a dit je sais pas, vendredi, non, je préfère la semaine prochaine parce que je vais aller en Corée du Sud ou du Nord, je sais plus. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Tu vas avec qui? Avec Alain Soral. Je lui ai dit écoute Dieudo, comment tu veux que je revienne avec toi? Quand j'entends des trucs comme ça, de quoi j'aurais l'air? Mais sinon, artistiquement, tu te rends compte, ce serait un événement culturel, artistique, symbolique, nos retrouvailles. Ce serait fou, quoi. Mais malheureusement, c'est pas possible. Tu penses que quand tu parlais tout à l'heure du pardon, est-ce que tu penses que c'est pas possible? De lui pardonner? Ouais. Oui, c'est possible, mais si on pardonne à quelqu'un, il faut que cette personne s'excuse. Et puis voilà. Donc je pense pas que ce soit possible. Il a vraiment des convictions, hein, qui sont pas vraiment les miennes.
voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des gens pires maintenant qui s'expriment partout? Oui, il y a toujours pire, bien sûr. Ouais. Oui, il y a pire, ouais. Tu penses à qui? Tout le monde. Il est prudent, ce petit mouleux. Il est très prudent. Petit et prudent. Petit et prudent. Sauf que lui, il veut me faire dire ce que lui ne veut pas dire. Pas du tout, petit malin. Pas du tout. Et Elise Moon, comment ça va? Très bien, quand je suis avec toi, il y a une complicité, il y a des sourires, il y a des petites œillades. Et si t'étais une femme, si t'étais Moulouda, je pense que je tenterais le tout pour le tout, je te séduirais. Comment tu séduis? Avec mes yeux, comme tout le monde, il y a rien d'exceptionnel. Après avec mon cerveau, avec mes petites mains, tu écris. Et après avec un couteau. C'est aussi ça que cuisine une blanquette de veau. Ah non, je cuisine pas du tout. Tu cuisines pas? Non, absolument pas. T'es très porté sur l'écrit dans la séduction. Ah oui, j'adore. Ouais. J'adore. Souvent quand on n'est pas très fort à l'oral, enfin, je suis plus fort à l'écrit qu'à l'oral. On pourrait croire le contraire, vu que t'es sur scène, que t'es à l'aise. Oui, mais ce que je fais sur scène, c'est ce que j'ai écrit. Je suis pas très bon je suis pas mauvais en impro, tout ça, mais c'est pas mon truc. Tu vois, notre ami Roman Fraissinet, je sais pas, il peut faire 1 heure sur un mec qui arrive en retard ou qui Redouane Bougueraba, pardon. Lui, il est fort aussi. La dernière fois qu'on a fait un spectacle ensemble, il a fait 1 heure sur une meuf qui est revenue des toilettes. Tu vois, je sais pas trop faire ça. C'est quoi la différence entre une séduction à l'écrit et une séduction de visu? La séduction à l'écrit, elle est plus profonde. Elle est plus... elle est plus profonde. J'ai écrit des beaux textes à la fille que j'aimais, qui l'ont bouleversée, qui m'ont bouleversé aussi, forcément, mais c'est des choses qui restent, en fait. C'est des choses qu'elle m'a inspiré, et je la remercie de ça. Souvent, elle me disait, c'est beau ce que t'écris, Ellie, mais je lui dis, mais non, c'est toi, en fait, qui les écris indirectement. Qu'est-ce qui procure le plus de satisfaction? De faire plaisir à une personne qui lit ou de se faire plaisir en écrivant quelque chose de beau? Alors, les deux, pour un artiste, la création, c'est le truc le plus beau du monde. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Tu vois, tout à l'heure, après notre rendez-vous, j'ai rendez-vous avec un copain, on va écrire un film, et je crois que c'est la partie que j'aime le plus. Bref, pour revenir à ta question, oui, c'est les deux. C'est-à-dire, quand tu écris à une femme que tu aimes, et quand tu sais elle a suffisamment d'intelligence et de finesse pour comprendre ce que tu vas dire, ça t'inspire encore plus. Et ça te pousse encore plus à écrire parce que tu sais que toutes les finesses vont passer. Donc c'est un plaisir mutuel. Est-ce que des fois, quand on se prend la tête à écrire quelque chose qu'on estime sublime et qu'on n'a pas de retour, horrible. C'est le plus grand des camouflés. Atroce. Un camouflé, comme tu dis. Oui, c'est horrible. Écrire un beau texte, un beau mail, une belle lettre, un beau poème, et n'avoir comme réponse que le silence. Ouf, pas facile, ça. Ça t'est déjà arrivé? Oui. Mon premier album, chanson, j'avais entièrement écrit pour une fille. Je n'ai eu de réponse que 15 ans après. 15 ans? Et encore, quand je lui ai dit, mais tu sais que c'était pour toi que je l'avais fait. Ah bon? Mais tu sais, moi, j'ai une mémoire qui dure 15 ans. C'est 2 ou 3 ans, quoi. Après, j'oublie. Ok, c'est sympa. Et comment on reprend la discussion avec cette personne? Je l'ai pas reprise. Elle m'a dit ça, et puis je me suis dit, bon, pas grave. J'ai fait des belles chansons. Tant pis pour elle. Qu'est-ce qui est le plus difficile à oublier? C'est une rupture amoureuse ou une rupture non amoureuse? Une rupture amoureuse, enfin. Où est-ce que tu veux... justement, est-ce qu'on oublie plus facilement les filles qu'on a aimées ou celles qui n'ont pas voulu être aimées par nous? Je me souviendrai toujours d'une fille dont j'aurais pu tomber amoureux, que j'ai rencontrée dans un train. Et je vais m'en souvenir longtemps. Parce qu'en fait, on avait échangé des textos, elle m'avait dit, je ne suis pas intéressé. Bonne continuation. Comme si je lui avais envoyé un devis pour une piscine. Comme si c'est son mec qui l'avait écrit. Comme si... Moi, perso, c'est ce que j'aurais conclu. C'est ça, voilà. Et je crois que je m'en souviendrai longtemps. Mais honnêtement, ça c'est anecdotique. Mais non, une rupture amoureuse, c'est terrible. On a le cœur en 1000 morceaux. Où est le scotch? Comment on s'en remet?
Pas en switchant avec une autre, je crois pas. Le temps. Voilà. C'est la seule réponse. Et il y a des histoires que t'arriveras jamais à oublier? Toutes. Toutes? Bah oui. Si elles ont été fortes, bien sûr, je les oublierai jamais. J'oublierai les détails, mais j'oublierai pas que cette femme, je l'ai aimée. Donc comment on grandit dans la vie? C'est qu'on est une somme de ruptures, on est un truc tout cassé qui... Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut grandir. Il y a quelqu'un, on connaît tous les deux, qui m'avait dit la folie, c'est toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Ah, c'est pas mal. Donc, ça. Bah oui. Donc parfois c'est ce que je fais. Donc oui, faut grandir, vaut mieux grandir, faut arrêter de faire toujours les mêmes scénarios. Donc c'est ça ta quête? Ah oui, évidemment. Casser les codes, casser le scénario. C'est pour ça que t'aimes l'album d'Orelsan. Changer de film. Ah, je l'adore ce mec. C'est un mec incroyable. J'ai vu son reportage, le reportage que son frère a fait sur lui sur Amazon, je crois, ou Netflix, je sais plus, enfin peu importe. Pas Canal en tout cas. Fantastique. Ouais. Non mais c'est un mec génial, il a une écriture folle. Écoutez le morceau où il décrit une manif. Je sais pas comment il s'appelle ce morceau. Il est intéressant ce morceau Manifeste. Pourquoi est-ce qu'il te parle? Parce que c'est de l'observation pure. Tu vois, ça pourrait être du stand-up. C'est de l'observation pure. C'est violent, lucide, cruel, vrai, réaliste. Et on voudrait avoir écrit la même chose que lui. C'est-à-dire que quand j'écoute cette musique, j'écoute beaucoup de musique dans ma voiture. Je suis souvent en voiture, j'adore rouler. Évidemment, je regardais la route, hein, mais dans ma tête, j'étais avec lui dans ce morceau. J'étais dans la manif, j'étais avec Mickey, j'étais avec la petite bouffonne infirmière, j'étais dans la bagarre avec le flic. Je trouve que il a une écriture très très pointue. La journaliste qui rêve de travailler chez Quotidien. C'est ridicule. C'est génial, c'est super bien vu quoi. Et c'est génial qu'un mec, que ça puisse avoir du succès, que ça puisse être écouté par les gens. Ça prouve que les gens sont intelligents, sont lucides sur la société dans laquelle on vit. Est-ce que toi, manifester, c'est quelque chose que t'as eu envie de faire récemment? Pas du tout, jamais. Pourquoi? Parce que je trouve ça... Non, j'ai jamais fait ça. C'est pas que j'ai pas de conviction, mais manifester, aller dans la rue et tout, gueuler des slogans, je me vois pas du tout faire ça. C'est pas mon truc. Et jeune, tu l'as fait? Je l'ai fait pour sécher les cours, c'est tout. Ouais. Franchement, non, je suis pas ce style-là. Alors, la question à 1 milliard d'euros, Elise Moon. Est-ce qu'il y a un nouveau spectacle en écriture? Réponse non, pas pour l'instant. J'ai besoin d'exploiter ce spectacle. Je dis pas ça d'une manière mercantile, mais il y a eu un arrêt d'1 an et demi, je sais pas si t'es au courant. Ouais. Donc ce spectacle, j'ai envie de le faire vivre encore, et puis je l'aime tellement celui-là. Il est fantastique ce spectacle. Là, il y a Du Cobu qui va sortir. Ouais. Est-ce que toi, il y a un rôle au cinéma que t'aurais envie d'avoir? Tu sais, le monde du cinéma, les gens du cinéma, c'est même pas qu'ils méprisent ce que je fais, c'est qu'ils en ont rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai réalisé 2 films, dont un qui a fait quand même 1 500 000 entrées. Je suis réalisateur, j'ai dirigé des enfants, j'ai dirigé des comédiens, mais je ne serai pris au sérieux que quand je ferai un film sérieux. Donc le rôle dont je rêve, on va pas me le donner, c'est moi qui vais me l'écrire. C'est triste, hein, mais là j'enfonce les portes ouvertes, mais en comédie on n'est pas pris au sérieux. J'aimerais tellement qu'un réalisateur comme Ozon ou Benoît Jacot ou je sais pas, des gens sérieux comme ça me proposent des rôles. Christophe Gentillon aussi. Et Justin Bridou. Et Guillaume quelque chose. Ouais. On les embrasse tous. Ouais, gros bisous les mecs. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon Élie? D'être heureux en amour. Ouais. Là, t'es célibataire en ce moment. Faut le croire. Ouais. Ça va pas durer. T'es médium? C'est 2022. 2022, ça se vit. C'est l'année de la... A2. C'est l'année du 2. Voilà. Ok, c'est bon. 2021, c'était l'année du 1. Exactement. Ok, merci.